Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bien meilleure semaine que moi. Parce que alors moi, là, je suis retombée dans les travers de la loi des séries. En ce moment, je les enchaîne. C'est juste nerveusement épuisant. C'est pour ça que quoi de mieux pour se changer les idées que notre rendez-vous du dimanche. Et on va de ce pas rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, petit disclaimer. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une seconde partie, je ne peux vous conseiller que d'aller la voir parce que sinon vous risquez d'être complètement perdu. Pour les autres, petit rappel, parce que d'un dimanche à l'autre, si vous êtes comme moi, on a tendance à se perdre ou à oublier. Vous savez que la semaine dernière, nous avons exploré avec audace la théorie intrigante de la présence possible d'une forme de vie intelligente à l'intérieur de notre planète. Eh bien oui, en m'appuyant sur des éléments historiques, sur des recherches scientifiques, sur des légendes ancestrales et des théories méconnues bien que fascinantes, au travers aussi de différentes cultures et à travers les âges, il apparaît clairement que l'idée de civilisation souterraine ne date pas d'hier et perdure, bien que souvent reléguée au rang de fantaisie. Pourtant, des grands noms se sont penchés sur cette théorie, tels que Edmond Halley, Leonhard Euler, Heinrich Koch ou encore l'amiral Byrd, et j'en passe et des meilleurs, qui sont loin d'être les seuls qui ont apporté des preuves géologiques contemporaines qui pourraient potentiellement étayer l'idée d'une structure singulière et méconnue, visible aux abords des pôles. N'en déplaise à ceux qui sont venus s'adresser à moi comme si je m'étais pris pour une scientifique, voire une astronome, et que ce que j'avais présenté la semaine dernière était une théorie que j'avais conçue et inventée de A à Z. Merci, quelque part ça me flatte que vous puissiez penser que j'ai des connaissances aussi poussées au point de pouvoir décrire des spécificités liées aux mathématiques quantiques et à des recherches très poussées. Mais non, ce n'est pas ma théorie, donc je le répète au cas où. Ceci est issu de recherches et de livres que j'ai pris le temps, voilà Madame Duchesse qui vous dit bonjour, que j'ai pris le temps d'étayer pendant les vacances d'été. Car oui, dans ma vidéo précédente, nous avons pu constater qu'une convergence frappante émerge parmi toutes leurs recherches explorées. Qu'un élément fondamental rassemble ces chercheurs, et c'est la notion de firmament, une structure solide censée exister au-dessus de la Terre, une entité solide supposée se déployer au-dessus de notre planète. Certains l'appellent le firmament, d'autres l'appellent le dôme. Ce concept, qui en outre transcende les âges et les croyances, trouvant écho dans de nombreuses traditions anciennes et contextes religieux, pourrait corroborer la théorie de certains chercheurs que nous-mêmes vivons à l'intérieur de la Terre. Un univers donc qui serait un petit peu, pour imaginer le truc, en mode poupée russe. Alors oui, je sais, ça semble dingue, mais vous allez voir qu'une fois qu'on met son nez dans cette théorie et les nombreuses recherches sérieuses qui existent, on découvre que cette hypothèse est étayée par des preuves, disons, perturbantes. Mon objectif, les amis, est de susciter la réflexion sur notre compréhension de la Terre et de son histoire, en remettant en question les idées conventionnelles et en encourageant une exploration intellectuelle plus approfondie. Pour ce faire, j'ai décidé de partager avec vous les arguments les plus étayants que j'ai découverts pendant mes recherches. Je le répète, je ne souhaite convaincre personne. Ceci est une théorie qui clairement vaut le détour. Allez les amis, il est temps de plonger dans une histoire où réalité et mystère s'entremêlent dans le cosmos. Et c'est maintenant. Allez, on y va. Nous le savons, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, connue sous l'abréviation OTAN, a été lancée le 4 avril 1949. Toutefois, ce n'est qu'en juillet 1958 que la loi sur l'aéronautique et l'espace, National Aeronautic and Space Act, a été promulguée, créant la National
Aeronautic and Space Administration, soit la NASA, dont la mission est d'effectuer des recherches sur les problèmes de vol à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Je vous le disais la semaine dernière dans la vidéo que, comme de par hasard, tout ça est arrivé dans une chronologie assez parlante et juste après le fameux incident de Roswell. À la tête des missions les plus stratégiques de la NASA se trouve Wernher von Braun, un ancien membre du Parti national-socialiste allemand, bon, pour faire plus bref, plus simple, un nazi, et le plus grand spécialiste des fusées au monde. Von Braun était une figure tellement dominante dans l'étude de l'exploration aérospatiale qu'il a reçu le titre de père du voyage dans l'espace. Bien qu'il ait été annoncé comme membre de l'équipe de la NASA seulement en 1958, son transfert de l'Allemagne nazie vers les États-Unis avait été approuvé en 1945. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en 1957, avec le lancement de Sputnik 1, qui était une campagne de l'Union soviétique de l'époque visant à lancer une sonde elliptique en orbite terrestre basse, que les États-Unis se sont rendus compte qu'ils étaient à la traîne par rapport aux efforts supérieurs de leur adversaire de la guerre froide. Von Braun, lui, militait depuis 1954 pour une mission comme Sputnik et il avait enfin maintenant sa chance. Certains des projets sur lesquels von Braun a travaillé sont bien documentés, comme par exemple les missions d'Apollo. D'autres, en revanche, ne seront jamais connus, car comme de bien entendu, ils étaient classés top secret. Von Braun est décédé en 1967 et l'épitaphe sur sa tombe fournit un indice sur ce que ces missions secrètes ont pu impliquer. On y lit simplement « Psaume 19.1 ». Alors déjà, non seulement c'est pas très courant comme épitaphe, mais en plus, quand vous allez comprendre ce à quoi ce psaume fait référence, vous allez, comme moi, halluciner. Parce que le psaume dit textuellement « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament montre son ouvrage ». Von Braun n'était pas le seul spécialiste des fusées de son époque. James Van Allen partageait la même fascination, voire obsession, pour le firmament. Van Allen était un spécialiste américain de l'espace, contemporain à la fois de von Braun et de l'amiral Byrd. On lui attribue la création du domaine de la recherche magnétosphérique dans l'espace. Il a notamment découvert les deux principales ceintures de radiation de la Terre qui s'étendent d'une altitude de 640 km à 58 000 km au-dessus de la Terre. C'est ainsi que les célèbres ceintures de radiation de Van Allen ont été baptisées en son honneur et ont fait la couverture de Time Magazine en 1959. Initialement, les expériences de Van Allen consistaient à lancer des ballons au pôle Nord et au pôle Sud. Il ne s'agissait pas de ballons ordinaires. Les ballons de Van Allen tiraient des fusées très haut dans les airs. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été approché par l'armée américaine et qu'il ait été choisi en 1962 pour diriger l'opération Dominique, une série de 31 explosions nucléaires au sommet de l'atmosphère. Fait révélateur, la mission la plus stratégique du projet a été baptisée, écoutez bien, Opération Fishball. Fish, poisson, pour quelque chose qu'on envoie dans les airs, faut avouer que c'est assez ironique. Les essais nucléaires de l'opération Fishball ont donc débuté en 1962 et ont consisté à lancer des fusées depuis l'île de Johnson, un lieu isolé de l'océan Pacifique, sous prétexte de surveiller les effets des explosions à haute altitude. En fait, lors de la mission Kingfish, c'est quand même bizarre, enfin, vous allez comprendre, mais je trouve que ça a du sens quand, à la lueur de ce que vous allez apprendre après, ça a tellement du sens qu'ils aient donné des noms de poissons à une opération qui a lieu dans les airs. Parce que, entre nous, ils auraient quand même pu l'appeler un truc qui a plus de sens. Mission Faucon, mission Pigeon. Peut-être pas mission Pigeon, mais tu vois, Faucon Maltais. Non, ils ont donné que des noms de poissons. Alors, la 4e détonation de la série, donc de l'opération Fishball, 29 fusées ont été lancées dans la haute atmosphère terrestre. L'opération Starfish Prime était encore plus extrême et mettait en vedette la fusée Thor, qui transportait une ogive thermonucléaire dont la détonation a eu lieu à une altitude de 400 km au-dessus de la Terre. Mais pourquoi donc
participer à une activité aux conséquences environnementales aussi graves? Qu'est-ce qui peut justifier une expérience aussi téméraire? Aller faire exploser dans l'air des ogives nucléaires sans raison apparente. Selon le rapport officiel, au moment de la détonation du Kingfish, les observateurs de l'île Johnson ont vu un cercle lumineux jaune-blanc avec des banderoles violettes intenses pendant la première minute. Certaines de ces banderoles présentaient par moments ce qui semblait être un mouvement de torsion rapide. Une grande tache verte pâle est apparue un peu au sud de l'éclatement et a grandi, devenant l'élément visible dominant après 5 minutes. À H+1, le vert était devenu gris terne, mais la tache a persisté pendant 3 heures. À OAU, un flash lumineux a été observé et après environ 10 secondes, une grande boule blanche a semblé s'élever lentement hors de la mer et a été visible pendant environ 9 minutes. Et il s'agit de témoignages oculaires de militaires, de professionnels sur place et de locaux. C'est pas un truc, c'est tel quel que l'opération a été décrite. Et la description de l'impact est juste alarmante. Et quand on demandait aux gens, mais pour faire quoi? Vous pensez que c'était pour faire quoi? Certains de ses proches collaborateurs sortis du système ont dit qu'il avait simplement essayé de faire exploser le firmament avec une ogive nucléaire. Alors on est d'accord qu'entre les débuts de l'OTAN et ce que je vous ai expliqué lors de ma première vidéo et les énigmes entourant les missions de la NASA, en passant par les protagonismes qui étaient très involves dans ce genre d'expérience et qui étaient fascinés par le firmament, on est d'accord que les preuves commencent à s'accumuler. Alors, bien sûr, je continue, j'avoue, je vais pas nier que cette théorie est dingue, mais à minima, je pense que les interrogations deviennent de plus en plus légitimes. Surtout que vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. L'équipe de l'exploration spatiale civile, composée d'environ 30 civils, ont mené des explorations spatiales non financées par le gouvernement. Et là, c'est là que ça devient très intéressant parce que quand le gouvernement ne s'en mêle pas, c'est là qu'on a le plus d'espoir d'avoir des faits qui ne sont pas trafiqués. Bien que cela se soit produit de manière involontaire, il faut le savoir, l'équipe de l'exploration spatiale civile a peut-être fourni l'un des arguments les plus convaincants pour l'existence du firmament jusqu'à présent. En 2014, ils sont devenus la première organisation à lancer officiellement une fusée amateur dans l'espace. La fusée GoFast de l'exploration spatiale civile a atteint une altitude de 116 km au-dessus de la Terre avant qu'il ne se produise quelque chose de tout à fait extraordinaire. Non seulement la fusée n'a pas été brûlée par les radiations, mais 48 secondes après son décollage, alors qu'elle voyageait à une vitesse de 5758 km/h, elle a brusquement heurté un mur. Ouais, vous m'avez bien entendu. De manière inexplicable, elle n'a pas explosé. La caméra attachée à la fusée GoFast montre clairement qu'elle s'est enfoncée doucement dans une substance qui a absorbé sa montée rapide sans la faire exploser. C'est absolument dingue. La fusée GoFast a-t-elle prouvé l'existence du firmament? Ou a-t-elle été interceptée par quelque chose de malveillant avant de pénétrer encore plus profondément dans l'atmosphère et de découvrir potentiellement quelque chose qu'elle n'était pas censée voir? Quoi qu'il en soit, 116 km sont bien plus proches de la Terre que l'orbite terrestre basse ou les ceintures de Van Allen. Ce qui soulève la question, en qui et en quoi devons-nous croire? Alors, vous pouvez regarder l'intégralité du vol GoFast dans un lien que je vous mettrai en barre de description si je n'ai pas pu vous mettre les vidéos à cause des droits d'auteur. Sinon, je mettrai des photos, mais allez voir parce que personnellement, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et en tout cas, ça ne peut que étonner et nous pousser à vouloir en savoir plus parce que ce qui s'est produit est tout à fait étrange.
Et encore une fois, vu que ce n'est pas quelque chose qui a été financé par le gouvernement, on sait qu'il n'y a pas de manipulation derrière, puisque c'est des gens qui ont juste voulu faire une expérience pour répondre à des questions. Il y a la différence entre tous ceux qui font les choses par intérêt et ceux qui font les choses par passion ou pour avoir des réponses à leurs questions. Tout est là, en vérité. Surtout que vous allez voir justement la substance qui a englouti la fusée GoFast en ascension rapide rappelle une autre expédition curieuse qui s'est déroulée quelques années auparavant. Mais cette initiative n'a pas eu lieu dans l'espace. Étonnamment, elle s'est déroulée dans l'eau. Rappelez-vous comment Von Braun il avait appelé toutes ces opérations avec des noms de poissons. Je trouve que la corrélation est dingue. On poursuit. Mike de Gruy, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, je vous marque le nom au cas où, parce que vous connaissez mon problème de dyslexie et de prononciation, était un réalisateur de documentaires américain spécialisé dans la réalisation de films sous-marins. Son documentaire acclamé The Blue Planet, narré par David Attenborough, a été diffusé en premier le 12 septembre 2001, donc le lendemain de l'attaque contre le World Trade Center. Ce qui, forcément, vous le comprendrez, a fait que le documentaire est presque passé complètement inaperçu. Pourtant, ce qu'il contenait était énorme. En 1990, De Gruy part à la conquête des fonds marins. Il plonge dans les mystérieuses profondeurs de l'océan. Armé de sa caméra, il va à la rencontre d'un monde à la limite de l'imaginaire. Un endroit où se cachent de secrets à dévoiler, en plein golfe du Mexique. Alors qu'il est en pleine exploration, sa caméra capte des images qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imagination. En premier lieu, il aperçoit de mystérieuses lumières qui semblent danser au loin. Leur lueur, presque surnaturelle, défie la science. Cela semble des formes venues d'un autre monde qui filent à travers l'eau en semant derrière elles des particules de lumière bioluminescentes. C'est comme si un autre univers avait fusionné avec le nôtre, brouillant les pistes entre réalité et fantasme. Les scientifiques avec lesquels il partage cette découverte sont immédiatement captivés et des théories émergent de tous les côtés. Des pointures comme le docteur Amelia Clark et Gabriel Diaz commencent à élaborer des hypothèses. Dr Clark, grand ponte de la biologie marine, propose l'existence d'orgasmes lumineux qui s'expriment par des moyens de communication hyper sophistiqués, créant un intrigant spectacle de lumière sous-marine pour communiquer. De notre côté, Dr Diaz, star de l'océanographie, pense que ces formes et lumières mystérieuses pourraient être le résultat d'activités tectoniques avec microséismes en fond de mer qui balancent des bouffées d'énergie et des spectacles incroyables de phénomènes naturels. Dans les deux cas, l'explication rationnelle est trouvée, parce que oui, c'est important de rassurer la population et d'éviter aux gens de devoir se poser trop de questions en toujours trouvant une possibilité, une probabilité naturelle. Ça rassure et surtout, ça empêche d'éveiller la curiosité. Ça, ils ont pu le faire qu'un temps, parce que c'était sans compter sur un élément indiscutable qui a remis tout en question, tout ce qu'on croyait comprendre du monde naturel. C'est lors d'une interview que De Gruy s'est confié sur l'une de ses découvertes les plus dingues pendant ce voyage. Il raconte qu'alors qu'il s'est approché de ces lumières étranges, il a vu un endroit sombre et large. Il a comparé la forme de cet endroit à un beignet. C'est un Américain, les donuts. En se rapprochant, il s'est alors rendu compte que en fait, ce gros beignet était composé de mollusques qui nageaient en cercle et qu'au-dessus de ce cercle de mollusques, il y avait aussi des anguilles qui nageaient elles aussi en cercle dans une danse quelque peu étrange. Il se rend alors compte qu'au milieu de ce cercle de mollusques, agissant aussi étrangement que les anguilles, il y avait comme un lac au fond de l'eau. Un lac dans l'océan. Lorsque son petit sous-marin a pénétré plus profondément dans les abysses pour se rapprocher de ce lac le plus discrètement et le plus proche possible, il a alors rencontré un obstacle de taille, un corps d'eau incroyablement salin, à un degré si remarquable qu'il avait donné naissance à un écosystème isolé à l'intérieur de l'océan familier que nous connaissons. Rendez-vous compte, imaginez-vous ça, un océan
dans l'océan, un autre océan séparé, existant au sein des profondeurs, préservé de l'influence externe de son environnement environnant au point de développer son propre écosystème. Et cela ne s'arrête pas là. Le plus bizarre reste à venir, parce que De Gruy a expliqué que lorsque son bateau a voulu aller encore plus profond, il a heurté la surface de ce lac et que le bateau a littéralement rebondi sur cette surface d'eau hyper compacte. Compacte, dans son interview, il a comparé ça à une espèce de membrane. Déjà qu'il était choqué de découvrir un autre corps d'eau distinct au fond de l'océan, alors qu'il était dans un sous-marin au fond du golfe du Mexique, voilà qu'en plus, cette eau, d'une salinité et d'une densité si extrême, n'a pas permis à son sous-marin de plonger plus en profondeur. Il raconte que juste après avoir heurté cette surface au fond de l'océan, le rebond a alors créé des ondulations qui ont atteint le rivage de ce lac intérieur. Donc vous comprenez, c'est-à-dire le gars à un moment donné, il expliquait, j'ai eu du mal à me dire que j'étais bien dans l'eau, puisqu'en fait ça réagissait comme sur Terre. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais quand il a tapé, il y a eu un mouvement comme s'il était à la surface. Je ne peux pas être plus clair. Cet écosystème autonome, isolé du reste du monde, est une découverte fabuleuse qui a laissé place à un grand nombre d'hypothèses. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les théories des experts du système parce qu'elles ne nous intéressent pas, parce que forcément, il y a toujours, je vais vous l'expliquer pourquoi, pour éviter l'éveil de la curiosité, que les gens se disent, mais attends, quand même, il y a des choses assez incroyables. Non, ils vont toujours vous sortir un truc prédigéré que les plus inquiets vont s'empresser de manger parce que, vous savez, c'est l'histoire de Matrix, pilule bleue, pilule rouge. Est-ce que tu veux la pilule bleue et rester dans ton confort, même d'apparence et de superficialité, ou est-ce que tu préfères être bousculé dans tes acquis et dans ta zone de confort, mais connaître la vérité? Après, chacun ses choix, je ne juge personne, mais venez pas nous polluer avec mais tu sais pas, t'as pas appris à l'école la théorie de... Oui, j'ai appris à l'école, mais je vais plus loin que l'école. Arrêtez de croire que parce que vous avez été un bon élève, ça fait de vous un scientifique hors pair. Donc ici, nous n'allons pas explorer les théories qui sont vendues comme officielles, qui sont même, elles sont même pas vendues comme des théories, puisqu'elles sont vendues comme des vérités, alors que tout n'est que théorie. Mais bref. Donc, je vais vous parler de l'hypothèse des chercheurs qui font ça ni pour la gloire, ni pour l'argent, mais par passion, par curiosité et parce qu'ils veulent avoir des réponses. Alors, ils ont imaginé une tapisserie fractale de mondes interconnectés, chacun avec son propre ensemble de règles, chacun caché sous la surface des vastes océans de notre planète. Ils ont envisagé que des dimensions parallèles puissent exister, séparées par de délicates membranes d'eau. Seraient-elles les mystérieuses cellules de notre corps planétaire attendant d'être explorées et comprises? Je vous pose la question ici. Mais c'est quand même dingue, vous en conviendrez, que alors que Von Braun, il a appelé toutes ces opérations menées en haut avec des références de poissons, que en bas, on découvre un truc similaire et que ce soit une pure coïncidence. Vous le savez, trop de coïncidences finissent par créer une évidence. En cette ère de découverte illimitée, les amis, réfléchissons aux possibilités extraordinaires qui se cachent sous les vagues. En démêlant les secrets de notre propre existence, nous sommes sur le point de découvrir l'architecture cachée peut-être de l'univers lui-même, une tapisserie de domaines interconnectés qui attend d'être explorée et comprise. Alors oui, bien sûr, la question, est-ce que De Gruy a rencontré le même élément aqueux avec lequel la fusée GoFast avait heurté à 116 km au-dessus de la Terre le firmament? La question est posée, mais à n'en pas douter, cela ressemble beaucoup aux dômes aquatiques que les anciennes cultures croyaient avoir été créés par Dieu pour séparer l'abîme aqueux au-dessus de la terre sèche en dessous. Cette découverte et ce récit remarquable remet les amis en question la compréhension du monde naturel et nous invite à nous embarquer dans une quête de connaissances qui pourrait redéfinir notre perception de la réalité.
De Gruy avait bien l'intention de continuer à creuser, vous vous en doutez. Après cette découverte et ces phénomènes inexpliqués, il était bien décidé à percer ce mystère incroyable. Il avait même, selon ce que j'ai lu, commencé à recruter une équipe parce que lui avait fait le parallèle avec les croyances, puisqu'il s'est mis à chercher des explications, etc. Et il était bien décidé à y retourner. Et tristement, et de manière plutôt suspecte, De Gruy est décédé le lendemain même de son interview où il révélait au public l'existence de ce lac étrange au fond de l'océan. L'hélicoptère dans lequel il voyageait a tout bonnement explosé. Il n'y a eu aucun survivant et c'est bien dommage puisque les seules personnes qui pouvaient corroborer ou poursuivre l'héritage de De Gruy étaient avec lui dans cet hélicoptère. En réalisant le documentaire, De Gruy aurait pu découvrir le firmament qui nous sépare du monde sous le nôtre, qui nous sépare d'autres mondes. Je vous rappelle que de nombreux livres religieux parlent de firmament sur terre, pas seulement dans le ciel. A-t-il été réduit au silence pour avoir découvert le firmament entre notre monde et le monde sous le nôtre? Avait-il découvert la preuve que nous sommes un monde dans le monde et que nous sommes plusieurs mondes à l'intérieur d'une même planète qui aurait, je vous l'avais dit dans ma première vidéo, genre la taille de Jupiter, qui peut à elle seule contenir, je vous avais mis les chiffres, 13 000 planètes Terre? La question, je trouve, est totalement légitime. Au vu de leur découverte, tu peux pas balayer ça en disant mais non, c'est pas, c'est des scientifiques, hein, au même titre que les experts adoubés par le narratif officiel. On est d'accord qu'il s'agit ici de faits assez perturbants qui poussent à minima à s'interroger. Et des éléments de ce type, quand on en cherche, sachez bien les amis, qu'on en trouve. Les récits sur la terre intérieure, les civilisations qui y résideraient et les chambres de reliques anciennes qui seraient conservées dans leur royaume sont des sujets qui ont été relégués au folklore, à la fantaisie et à la fiction. Et ça de manière tout à fait arbitraire. Parce que, attendez, que ce soit les Égyptiens, les Mayas, les Sumériens, ces gens ont accompli des choses que même à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable de reproduire. Que ce soit les pyramides, les temples mayas, ils ont prouvé qu'ils avaient des connaissances d'une justesse et d'une précision qui laisse sans voix, qui laisse perplexe et qu'à la limite on ne peut même pas expliquer. Donc on peut pas se dire que ces gens-là, en même temps qu'ils étaient aussi en avance et aussi inexplicablement talentueux à plein de niveaux, ils soient allés dans des délires à nous raconter qu'il y avait une terre à l'intérieur de la terre, mais que ça c'était n'importe quoi. C'est pas possible. Ou pareil, ceux qui te disent oui mais c'est des paraboles parce qu'ils étaient naïfs, ils avaient peur. Non, ils étaient pas naïfs, ils n'avaient pas peur. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, ces gens? C'est trop facile. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que, en fait, toutes ces histoires, c'est de la fantaisie. Non, c'est pas de la fantaisie. Et donc, la prochaine question est aussi légitime. Et si c'était donc réel, les amis? Si c'était bel et bien réel? Et si les connaissances étaient tellement avancées et convoitées par les factions obscures qui cherchent à les exploiter à leur avantage aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous les cache sciemment. Je ne pense pas que cela semble absurde. En tout cas, clairement, les preuves s'accumulent. En démarrant ce sujet et en explorant cette théorie qui, je le rappelle, n'est pas la mienne, mais que je trouve passionnante, j'ai aussi découvert cette course aux reliques de la terre intérieure. Et bien que cela puisse sembler ubuesque, voire complètement dément, j'ai bien envie d'en faire de futurs sujets. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je poursuive, parce que après on peut tout de suite se dire que oh non, c'est too much. Bon, ma capacité là, il y a un clapet qui se ferme. Je veux pas en savoir plus parce que ça va trop loin et c'est trop abstrait. Je comprendrai votre avis, m'importe. Vous savez que cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Voilà les amis, mon sujet pour moi est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai été obligée de faire court parce que comme je vous le disais en introduction, j'ai eu une semaine, je vous passe les détails, ma voiture, le moteur de la voiture a encore lâché. Vous vous rappelez, ça m'est arrivé il y a 4 mois et demi. Puis bien sûr, ça pouvait pas lâcher pendant tout l'été, il a fallu que ça lâche à la rentrée. Ford, je les déteste. Derrière, on me prête une voiture, je repars le lendemain, je crève.
je les ai enchaînés. Vraiment, je redemande si quelqu'un pratique des exorcismes à distance, vous m'intéressez. Ce week-end, il y a un hurricane qui est attendu, qui va frapper la Californie et qui va impacter le Nevada, l'Arizona. Croisez les doigts, parce qu'avec la chance que j'ai, si mon toit ne s'effondre pas, je m'en sortirai bien. Mais j'espère que ça va s'arranger. Donc, enfin, tout ça pour justifier le fait que j'aurais voulu faire un petit peu plus long, mais que vraiment, ça n'a pas été logistiquement possible. En attendant, vous savez ce qu'il faut faire. Surtout que là, je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Ils se sont mis à striker même des anciennes vidéos. C'est-à-dire là, ils m'ont envoyé 3 messages, des vidéos que j'ai fait il y a peut-être 1 an, et ils m'ont dit qu'ils les avaient démonétisées parce que ça correspondait pas aux annonceurs. Bref, j'hallucine. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. Vous le faites, vous êtes au top. Je le dis plus pour les petits nouveaux que pour les habitués de ma communauté. Mais on like, on partage, on commente, s'il vous plaît. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et c'est la seule façon que j'ai, plus la communauté va être importante, plus je vais trouver des petits coups de Trafalgar pour pouvoir contourner le système, bien que le pot de fer contre le pot de terre, vous savez. Mais bon, j'y crois. Aussi, avant de vous avant de vous laisser, je voudrais remercier mon abonné Morgane qui m'a envoyé ce merveilleux cadeau. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir parce que je comprends jamais les retours. Des fois, c'est à l'envers, mais comme moi, je suis dyslexique, je le vois à l'endroit. Ça s'appelle l'oracle des ressources. Elle m'a envoyé ça en toute amitié. C'est pas un placement de produit. Les rageux, commencez pas à venir nous dire qu'est-ce que c'est. Je vous mettrai le lien où vous pouvez le trouver en barre de description pour ceux que ça intéresse malgré tout, parce que je trouve que c'est un cadeau aussi bien pour vous qu'à offrir. Je trouve que c'est génial. Et regardez comment c'est joli. Regardez le liseré émeraude. Et vous voyez, bon, pour ceux qui sont, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas moi-même, je maîtrise pas trop ça, mais je vais m'y mettre et je vous en reparlerai. Mais je voulais vraiment la remercier parce que c'est hyper bien fait, c'est hyper beau. Et que je vais l'utiliser, je vous en dirai des nouvelles. Merci Morgane, l'oracle des ressources, t'as géré de ouf. Merci pour ce beau cadeau qui me touche beaucoup. Voilà, je pense que tout est dit et bien... Oups, pardon. Je pense que tout est dit et bien dit. Je voulais m'excuser parce que un mot malheureux qui m'a échappé pendant aussi mon editing. Oui, je suis exaspérée parce que vous le voyez pas, mais avec ma dyslexie, il y a des mots sur lesquels je heurte. Mais quand je heurte, je peux heurter 10 fois sur le même mot de 2 syllabes. Et donc, j'ai eu un mouvement d'humeur marseillais, bon, qui n'était pas très élégant, mais qui en plus a échappé lors de mon editing. Je m'excuse pour ceux que ça a choqué et j'espère que vous m'excuserez si ça se reproduit, mais je ferai attention. Voilà les amis, c'est belle cette fois-ci, c'est fini pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.